Bienvenue dans Essentiel Express. Cette semaine en Guinée, on a vraiment eu l'impression d'assister à un grand écart. C'est exactement le mot, un grand écart. D'un côté, on a un gouvernement en pleine installation qui multiplie les annonces, spectaculaires même, qui dessine une vision pour le futur. Et de l'autre, on a une réalité sociale qui est parfois très très dure, très concrète, et qui rappelle à tout le monde les urgences du présent. C'est tout à fait ça, c'est ce choc en fait entre les ambitions qui sont affichées, les feuilles de route, et puis la réalité du terrain, le quotidien des Guinéens. Et aujourd'hui, je pense qu'on doit aller au-delà de la simple liste des faits. On va essayer de comprendre cette tension. Oui, connecter les points. Voilà, connecter les points entre un projet minier géant, une affaire de violence scolaire qui a choqué tout le monde à la baie, ou même les tractations diplomatiques avec l'Europe. Et la vraie question, au fond, c'est est-ce que ces deux Guinées, celle des grands plans et puis celle du quotidien, peuvent vraiment se rencontrer un jour? C'est une excellente manière de poser le problème. Alors, si vous voulez bien, commençons par le sommet, par ce nouvel élan que le gouvernement veut insuffler. D'accord. On a eu une vague d'installation de nouveaux ministres. Ça a commencé avec Mourana Souma à la communication, mais c'est surtout du côté du social, de l'emploi, que les choses ont vraiment bougé. Absolument. Et il y a un chiffre qui a frappé tous les esprits, c'est celui annoncé par le nouveau ministre de la fonction publique, Faya François Bourouno. Ah oui. Il a mis sur la table un plan de recrutement de 35 000 agents pour la santé et l'éducation. 35 000. 35 000, c'est colossal à l'échelle du pays. C'est colossal. Colossal, c'est le mot. Et ma première réaction, c'est, au-delà de l'effet d'annonce, est-ce que c'est seulement crédible? C'est la question. Est-ce que l'État guinéen a aujourd'hui les moyens budgétaires de financer une telle expansion de sa masse salariale? On sait que c'est un sujet très très sensible, notamment pour les bailleurs de fonds. C'est la question à $1 million, comme on dit. Pour l'instant, c'est une déclaration d'intention très forte. Politiquement, le message est très clair. La priorité est donnée à 2 secteurs sociaux vitaux. Oui. Des secteurs qui sont en manque criant de personnel. C'est aussi une réponse directe au chômage endémique des jeunes diplômés. Bien sûr. Mais vous avez raison, le diable sera dans les détails du financement, du calendrier. Et ce n'est pas tout. Il a aussi relancé cette idée de construire des logements sociaux pour les fonctionnaires. Une autre promesse récurrente. Et cette stratégie, on dirait qu'elle est coordonnée. Parce que juste après, dans la foulée, on a le nouveau ministre de l'Emploi, Mori Kondé. Oui. Qui annonce vouloir encadrer de manière très stricte le recours à la main-d'œuvre étrangère. Si on met les 2 annonces côte à côte, on voit se dessiner une politique de préférence nationale pour l'emploi, quoi. Exactement. C'est une stratégie en 2 temps. D'un côté, on crée des postes dans le privé et de l'autre, on protège les emplois dans le privé pour les nationaux. C'est ça. C'est un discours qui trouve forcément un écho très favorable auprès de la population. L'enjeu, maintenant, ce sera de l'appliquer sans pour autant décourager les investisseurs étrangers qui, eux, ont besoin de certaines expertises spécifiques. C'est une ligne de crête. C'est une ligne de crête. Et celui qui donne le cap de toute cette vision économique, c'est le chef de l'État lui-même. En effet. Le président Mamadi Doumbouya a rencontré les opérateurs économiques. Il a beaucoup parlé de patriotisme économique, de contenu local. Et il a remis au centre du jeu le projet Simandou 2040. Ah, Simandou. C'est essentiel de rappeler ce que c'est pour ceux qui ne sont pas familiers. Oui, il faut le préciser. Quand on parle de Simandou, on ne parle pas d'une mine parmi d'autres. Non, pas du tout. On parle de l'un des plus grands gisements de fer inexploités de la planète. Peut-être même le plus grand. C'est titanesque. Le projet Simandou 2040, il implique la construction d'un chemin de fer de plus de 600 km qui va traverser le pays et importe en eau profonde. On parle de plusieurs dizaines de milliards de dollars. C'est un projet qui a le potentiel de transformer durablement, et je pèse mes mots, l'économie guinéenne. Donc quand le président parle de contenu local pour Simandou, l'enjeu est juste historique. C'est ça, il s'agit de s'assurer que ce projet ne soit pas juste une enclave qui extrait la richesse et l'exporte. Absolument. Il faut qu'il crée des emplois, des compétences, des entreprises, des infrastructures pour les Guinéens. C'est tout l'enjeu. Et c'est un défi immense qui a fait échouer les gouvernements précédents. Mais ce qui était intéressant dans cette rencontre, c'est aussi le contraste. D'un côté, cette vision à très long terme, Simandou 2040. Oui. Et de l'autre, une demande très pragmatique, très immédiate. À l'approche du Ramadan et du Carême, le président a demandé aux opérateurs économiques de faire un effort sur les prix des denrées de première nécessité. C'est là qu'on retrouve notre grand écart du début. Exactement. On planifie l'avenir sur 20 ans, mais on doit aussi gérer l'urgence du panier de la ménagère. Et pendant que le gouvernement déploie cette vision, la vie continue. Avec ses drames et ses difficultés.
Cette semaine, la réalité était particulièrement brutale. Oui. Et il est impossible de parler de l'actualité sans évoquer la terrible tragédie de Sanoya, dans la préfecture de Koya. Un drame absolu. Une famille entière, un père, une mère et leurs 3 enfants, qui périssent dans l'incendie de leur maison en pleine nuit. C'est une histoire qui glace le sang et qui a bouleversé tout le pays. Et au-delà de l'émotion pure, ça soulève des questions, non? Sur la précarité de l'habitat, sur la rapidité des secours dans certaines zones. Bien sûr. Et un autre événement a profondément choqué l'opinion. Cette fois, c'était à l'Abbé. Ah oui, cette histoire de violence inouïe entre élèves. Une collégienne passée à tabac par ses camarades. Et le pire, le plus sordide, c'est que la scène a été filmée et diffusée massivement sur les réseaux sociaux. 7 jeunes filles ont été arrêtées. Qu'est-ce que ça nous dit sur notre jeunesse, sur notre société? C'est terrifiant. Ça nous dit beaucoup de choses, et malheureusement, aucune n'est rassurante. Ça parle de la banalisation de la violence, de la perte de repères. Et du rôle toxique que peuvent jouer les réseaux sociaux. Exactement. Ça transforme une agression en spectacle, avec une quête de buzz qui pousse à l'escalade. C'est un véritable phénomène de société qui dépasse de loin le simple cadre scolaire. C'est clair. Il y a un vrai travail de fond à faire sur l'éducation au numérique, la gestion des conflits. Absolument. Et ces drames qui font la une, ce sont un peu la pointe émergée de l'iceberg. C'est vrai. En dessous, il y a des problèmes structurels, silencieux, qui usent les gens au quotidien. On a vu ce reportage poignant à Portofino, dans la préfecture de Mamou. Oui, un district de plus de 2000 habitants qui n'a jamais eu un seul forage d'eau potable. C'est inimaginable. Le reportage décrivait le calvaire quotidien des femmes et des jeunes filles, qui doivent parcourir des kilomètres pour puiser une eau insalubre. Et quand on entend ça, et qu'en même temps on pense aux milliards prévus pour Simandou, ou aux 35 000 recrutements, la déconnexion est vertigineuse. C'est ça. C'est ce manque d'accès aux services de base, l'eau, l'électricité, la santé, qui nourrit un profond sentiment d'abandon. Et c'est ce sentiment, justement, qui pousse certains à la solution la plus désespérée. La migration irrégulière. Le lien est direct. Tout à fait. On a vu cette semaine des appels à l'aide déchirants de jeunes Guinéens bloqués en Libye. Ils décrivent leur situation comme un enfer. Un enfer, au point que des familles de disparus en mer réclament la création d'un ministère des frontières pour gérer ce drame humain. C'est une demande qui montre l'ampleur du désarroi, n'est-ce pas? Ce n'est plus vu comme un simple fait divers, mais comme une crise nationale. Une crise nationale qui mériterait une structure gouvernementale dédiée. Et ce drame humain, il a des répercussions diplomatiques très directes et, en ce moment, très tendues. Oui, on le voit très clairement dans le bras de fer qui s'engage avec l'Union européenne. Absolument. Bruxelles met la pression sur Conakry pour accélérer le retour des ressortissants guinéens en situation irrégulière. Et la menace est à peine voilée. Si la Guinée ne coopère pas, il y aura des mesures de rétorsion, notamment sur la délivrance des visas Schengen. C'est un levier de pression classique, mais très puissant. Face à ça, la réaction du nouveau ministre des Affaires étrangères, Dr Morisanda Kouyaté, elle a été très remarquée. Ah oui, très remarquée. Il a reçu l'ambassadeur de l'UE et il a adopté une posture de grande fermeté en parlant de réciprocité. Il a dit, et je le cite, « Si les visas durent pour nous, les visas dureront pour vous ». C'est un langage qu'on n'entendait pas souvent, il faut le dire. C'est un discours de souveraineté. L'idée est de dire « Nous ne sommes pas des subalternes, nous discutons d'égal à l'égal ». C'est une position de principe qui, je pense, est certainement appréciée sur le plan intérieur. Il a aussi avancé un chiffre intéressant en affirmant que 99% des Guinéens ne veulent pas aller en Europe, pour dire que le problème n'est pas une envie de départ, mais un manque de perspective ici. C'est un bon point. Mais concrètement, est-ce que la Guinée a vraiment un levier de négociation? N'est-ce pas un pari risqué qui pourrait au final pénaliser les citoyens guinéens, les étudiants, les hommes d'affaires, les artistes? Ceux qui ont besoin de voyager. Voilà, ceux qui ont besoin de voyager légalement. C'est tout le débat. Est-ce un coup de poker ou une stratégie payante? En liant ce discours à l'annonce des 35 000 emplois, le gouvernement essaye de montrer à l'UE « Regardez, nous créons des opportunités chez nous pour que nos jeunes restent ». C'est ça la vraie solution, pas vos politiques de retour forcé. C'est une manière de retourner l'argument, en fait. Mais la crédibilité de cette position, elle dépendra de la capacité réelle du gouvernement à transformer ces annonces en réalité. C'est fascinant de voir comment tout est lié. Heureusement, l'image de la Guinée à l'international ne se résume pas à ces tensions. Il y a eu une bouffée d'air frais cette semaine avec le passage du rallye Budapest-Bamako. Ah oui, une très belle vitrine. Près de 800 pilotes internationaux qui traversent le pays avec des étapes à la baie et à Kilissi. Ça montre une autre facette de la Guinée.
Une terre d'aventure, d'accueil, avec des paysages magnifiques. C'est un soft power touristique qui est extrêmement précieux pour corriger la perception souvent négative associée au pays. Et c'est un signe d'ouverture, tout comme le retour progressif de la Guinée au sein des instances de la CEDEAO et de l'Union africaine. C'est vrai, après la suspension, le pays retrouve sa place. Et il est important de rappeler que la Guinée ne se résume pas à Conakry et à ses batailles politiques ou diplomatiques, hein. Non, bien sûr. Quand on regarde dans les régions, il se passe des choses étonnantes. J'ai été particulièrement interpellé par cette histoire qui vient de Macenta. Ah, l'histoire des éléphants. C'est merveilleux. À Nzébéla, les habitants cohabitent pacifiquement avec un groupe d'éléphants. C'est incroyable. Un témoin a même raconté, et la formule est tellement poétique, que ces pachydermes dansent quand les enfants chantent. C'est une image magnifique. Ça contraste tellement avec les nouvelles plus sombres. Ça nous parle d'une harmonie possible entre l'homme et la nature. Une tradition de coexistence qui a disparu dans beaucoup d'endroits. Ça sonne presque comme un conte. Et à côté de ces histoires presque magiques, il y a aussi du concret qui avance. Toujours en région, le chantier de la route internationale Labé-Mali-Kédougou. Ah oui, ça progresse. La pose de la première couche de bitume a commencé. Pour ceux qui connaissent l'état de cette route, c'est une révolution. C'est bien plus qu'une simple route. C'est le désenclavement de toute une région, la promesse d'échanges commerciaux facilités avec le Sénégal, un accès plus simple aux écoles, aux centres de santé. Chaque kilomètre de bitume, dans ces zones, ça change littéralement des vies. C'est peut-être là, justement, que les grands plans du gouvernement prennent tout leur sens. Tout à fait. Et la vie du pays, c'est aussi sa richesse culturelle, spirituelle. On a vu l'immense ferveur populaire à Timbo, l'ancienne capitale du Fouta, pour la grande ziara annuelle. Des milliers de fidèles rassemblés. C'est un rappel de l'importance de ces traditions qui structurent la société. Et dans un tout autre domaine, à Conakry, on a eu le lancement du prix littéraire des lycéens pour encourager la lecture, l'écriture chez les jeunes. C'est une belle initiative. Et on ne peut pas finir sans un mot sur le sport. Ah non. Notre fierté nationale, Serhou Guirassy qui continue de faire des merveilles en Allemagne en marquant des buts décisifs pour son club. Chaque but de Guirassy, c'est un petit moment de bonheur collectif. Une preuve que le talent guinéen peut briller au plus haut niveau mondial. Ça aussi, ça compte énormément pour le moral d'une nation. alors si on essaie de rassembler toutes les pièces de ce puzzle, on revient à notre image du début. Celle d'une Guinée en plein grand écart. C'est ça. D'un côté, un pouvoir exécutif qui affiche une ambition débordante, avec des projets pharaoniques, des promesses de recrutement massif et une volonté de s'affirmer sur la scène internationale. Et de l'autre, la persistance de drames humains et de défis structurels immenses. La difficulté d'avoir accès à l'eau potable, la violence qui mine la jeunesse, le désespoir qui pousse à l'exil. C'est ce fossé entre le discours des ambitions et la réalité du vécu qui constitue le principal défi pour les autorités aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis pour cette analyse sur Essentiel Express. La question qu'on pourrait peut-être laisser en suspens est la suivante. Face à l'ampleur de ces annonces, que ce soit les 35 000 postes ou les grands chantiers, le véritable enjeu n'est plus la vision, mais l'exécution. Comment faire en sorte que ces promesses ne restent pas de simples feuilles de route dans un bureau à Conakry, mais qu'elles se transforment en améliorations concrètes et durables pour la femme qui cherche de l'eau à Portofita ou pour le jeune diplômé qui cherche un emploi à Nzérékoré. C'est là que se jouera la réussite ou l'échec de cette transition.